Bonjour à toutes et à tous. Je suis Régis Comartin, M Capital. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Je vous accueille en bonne compagnie puisque je vais vous présenter assez rapidement nos deux invités du jour, Fanny Claire et Laura Descubes du cabinet Rivière. Bonjour. Bonjour. Voilà. Et une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais commencer aujourd'hui la présentation. Je suis ravi de vous présenter les deux thématiques qu'on vous a préparées. Et je crois que c'est le 13e webinaire M Capital cette année, donc une longue série d'informations et de formations à destination des opérateurs immobiliers qui sont parfois nos clients, parfois nos partenaires et parfois nos prospects, bien évidemment, qui souhaitent avoir ces formations et ces informations pour exercer leur métier dans les meilleures conditions possibles. Donc, avant de vous laisser la parole, mesdames, je vais quand même vous partager notre présentation qui est ici et vous pourrez me confirmer que vous voyez bien la présentation que je vais basculer en diaporama. La voici. Donc, nous avons décidé de traiter d'une thématique qui nous est chère chez M Capital, c'est-à-dire des opérations immobilières plus responsables, un immobilier durable. Donc, ce n'est pas qu'une thématique puisque c'est justement des sujets que nous traitons chaque jour avec nos clients et nous avons décidé de décliner cette thématique avec quelques enjeux et bien évidemment des solutions que mesdames du cabinet Rivière vont vous détailler tout à l'heure. Quelques informations au préalable. On va vous demander de couper vos micros, mais vous aurez tout le loisir, bien évidemment, de poser vos questions, soit dans l'espace questions-réponses que vous avez sur votre écran, l'onglet Q et R, soit directement dans le chat, et on se fera un plaisir d'y répondre. Vous aurez également la possibilité de revisionner le replay de ce webinaire à tout moment, car il est enregistré, et nous pourrons vous l'envoyer, bien évidemment, par mail par la suite. Donc, je vous ai présenté Fanny Claire, Laura Descubes, toutes les deux avocates associées dans le cabinet Rivière, spécialisées dans le droit public immobilier et l'énergie. Vous avez donc un département dédié à cela dans le cabinet Rivière et je vais vous laisser par la suite vous présenter. M Capital Real Estate, si j'ai encore besoin de vous le présenter, c'est avant tout un spécialiste de l'immobilier résidentiel puisque M Capital Partner conçoit et gère des fonds qui sont dédiés au financement d'opérations immobilières. Notre cœur d'activité, c'est de financer les fonds propres de ces opérations et nous aimerions, en tant que financeurs et potentiellement influenceurs, financer des opérations qui soient les plus vertes, les plus vertueuses, les plus éco-responsables. Et c'est pour cette raison qu'on souhaite délivrer une information dans ce sens pour vous aider à construire et à co-construire des projets plus vertueux. Nous avons également notre plateforme Builder qui organise des clubs deals immobiliers pour le compte de banques, de conseillers en gestion de patrimoine. Là aussi, Builder s'évertue à cibler, identifier les projets les plus responsables et l'immobilier le plus durable. Nous avons également la capacité d'intervenir aux côtés de nos partenaires et clients en réalisant ou co-réalisant des opérations immobilières. Donc, c'est de la partie maîtrise d'ouvrage chez M Promotion Partners où nous regardons actuellement à la fois des opérations de marchand de biens, mais également des opérations de promotion immobilière avec nos partenaires. Et enfin, M Capital Immobilier Résidentiel, c'est aussi la possibilité de piloter et de conseiller le développement commercial des programmes immobiliers de nos clients et de nos partenaires par l'intermédiaire d'une filiale de commercialisation dédiée. Donc, si je devais synthétiser, aujourd'hui, M Capital Real Estate, ça fait partie bien évidemment du groupe M Capital, qui gère plus de 500 millions d'euros d'actifs pour le compte d'investisseurs institutionnels principalement, mais également pour 22 000 investisseurs privés et publics. Notre stratégie d'investissement chez M Capital, elle cible préférentiellement des actifs résidentiels pour créer de la valeur à court terme. Et c'est aujourd'hui une de nos stratégies qui porte ses fruits, puisque l'immobilier résidentiel, aujourd'hui, c'est un portefeuille solide et résilient qui s'appuie bien évidemment sur ce marché
de l'immobilier résidentiel. Si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on a financé plus de 67 opérations avec un rendement annuel moyen cible de 11%, qui est une très belle performance dans le contexte que nous connaissons tous. C'est plus de 52 millions d'euros d'investis dans ces opérations immobilières, donc in fine, plus de 1800 logements financés. Et donc, depuis quelques années, on commence bien évidemment à avoir des sorties d'opérations et ces 10 opérations qui ont été remboursées avec succès et avec zéro défaut. Tout cela pour, en synthèse, oui, nous avons une forme de sélection et vous allez le voir, on va le détailler par la suite sur les projets immobiliers pour la bonne cause, bien évidemment, pour mener à bien ces opérations dans de bonnes conditions, pour servir le rendement de nos investisseurs, mais également pour pouvoir créer de la valeur à court terme dans de bonnes conditions. Nous intervenons sur l'ensemble du territoire français avec quelques signatures aux quatre coins de la France et des volumétries d'opérateurs qui sont très différentes. Nous travaillons à la fois sur des opérateurs de taille moyenne, mais également sur des opérateurs de taille plus importante qui souhaitent se développer, puisque notre cœur d'activité, c'est de participer au développement de ces opérations et donc des opérateurs qui portent ces opérations. Quelques éléments de contexte plutôt généraux chez M Capital qui font écho à la thématique d'aujourd'hui que nous allons traiter. Le Green Bond Programme. Alors, le Green Bond Programme, c'est aujourd'hui un programme qui nous est cher chez M Capital puisque depuis 2007 et les premières émissions d'obligations vertes par la BEI, le marché des Green Bonds n'a fait que croître dans le monde. C'est bien le signe d'une réelle prise de conscience que la finance pouvait apporter quelque chose au contexte environnemental et améliorer, influencer les projets qu'elle allait financer. Et donc, nous avons souhaité, dans ce marché en pleine dynamique, saisir l'opportunité de proposer à nos investisseurs, mais également aux porteurs de projets, d'intégrer ce Green Bond Programme, ce programme d'émission d'obligations vertes. Nous souhaitons du coup, chez M Capital, contribuer à l'amélioration de notre environnement et dans nos marchés. Donc, bien évidemment, dans le marché de l'immobilier, ce dispositif vert et innovant, il est dédié au financement des promoteurs immobiliers. Donc, ces obligations vertes sont censées, sont plus que censées, elles financent aujourd'hui des projets immobiliers en France qui sont jugés bénéfiques d'un point de vue environnemental et ou social, sociétal. Donc, notre souhait, c'est avant tout l'innovation et c'est de rendre accessibles les obligations vertes à des investisseurs particuliers qui, aujourd'hui, n'y avaient pas accès, puisque les obligations vertes étaient uniquement disponibles sur les marchés financiers pour financer, bien évidemment, l'économie réelle. Donc, nous allons financer également l'économie immobilière à travers ces green bonds. Donc, chaque projet immobilier, bien évidemment, que nous recevons et qui souhaite bénéficier de ce label, qui est à double titre. Ce label Green Bond Programme, il va donner accès à des obligations vertes, mais il va permettre également aux opérateurs immobiliers de se prévaloir auprès, notamment des collectivités, d'une étude d'impact environnemental, social et de gouvernance qui est menée suivant une méthodologie qui est rigoureuse et développée en partenariat avec la société Etifinance. Donc, lorsqu'un opérateur immobilier propose un projet à une collectivité, s'il fait partie de ce Green Bond Programme, ça ne peut être qu'un plus pour l'acceptation des futures autorisations administratives. Donc, lorsque l'on reçoit ce type de projet, eh bien, on analyse et on pondère suivant 38 critères extra-financiers, donc qui sont des critères plutôt environnementaux, sociaux et sociétaux, et qui couvrent l'ensemble du cycle de la réalisation d'une opération immobilière, de sa conception jusqu'à sa livraison, notamment via les certifications environnementales. Et donc, nous donnons un score, une note qui permet de bénéficier de ce label Green Bond. Je ne rentrerai pas bien évidemment dans le détail des critères, mais ils sont bien évidemment accessibles. Je peux vous les envoyer par mail ou lors de nos prochains échanges. Cette grille de notation, elle est bien évidemment accessible dès le montage du projet
c'est plus difficile de se raccrocher à cette grille une fois que le projet a déjà été monté. Donc, c'est toujours mieux pour nous d'être sollicités le plus en amont possible des projets. Voilà pour notre sujet plutôt général. Désormais, je vais passer la parole à nos experts et je suis donc ravi d'accueillir le cabinet Rivière, puisque chez M Capital, on a l'habitude d'aller chercher les compétences et les meilleurs spécialistes au service des opérateurs immobiliers que sont nos clients. Voilà, mesdames, c'est à vous. Alors, Régis, merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Fanny Claire et Laura Descubes. Je vais nous présenter assez succinctement, avant de laisser la parole à Laura, qui abordera le cœur du sujet pour lequel vous êtes présents aujourd'hui, à savoir la DDEP, la dérogation espèces protégées. Alors, nous sommes associés au sein du cabinet Rivière, qui est un cabinet assez ancien, et nous sommes environ 30 avocats et juristes qui travaillons au service exclusif des professionnels de l'immobilier et de l'énergie. Nous travaillons en amont des dossiers et participons donc au co-développement avec nos clients de leurs opérations afin, en réalité, d'avoir un montage le plus efficient possible, de faciliter la délivrance des autorisations qui sont nécessaires à leurs opérations, autorisation environnementale, autorisation d'urbanisme, et bien évidemment de sécuriser le projet et donc de limiter et d'exclure le risque contentieux une fois l'autorisation obtenue. Alors, avec Laura, nous travaillons au sein du département droit public de l'immobilier et de l'énergie, composé de 14 personnes, et donc nous avons une expérience assez importante en droit de l'urbanisme et en droit de l'environnement et de l'énergie. Nous pratiquons en effet quotidiennement ce qu'on appelle la mission d'audit de légalité, qui consiste à analyser à 360 degrés un dossier de demande, autorisation environnementale, ICPE, permis de construire, permis d'aménager, pour les porteurs de projets privés dans le neuf et l'ancien, mais également pour les porteurs de projets publics. Et donc, au fil des ans, on a vu se profiler une montée en puissance du droit des espèces protégées. Et on pense qu'il est important aujourd'hui que vous, en tant que porteur de projet, vous ayez conscience de cette montée en puissance de la problématique des espèces protégées et que vous ayez les réflexes pour pouvoir monter intelligemment et mener à bien vos opérations. Je laisse la main à Laura pour introduire le sujet. Merci. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi parler maintenant, en 2021, des espèces protégées dans les opérations de construction, alors qu'il existe un régime de protection de ces espèces avec une autorisation spéciale, qui est donc la dérogation espèces protégées, qu'on appellera donc DDEP pour gagner un peu de temps, dérogation qui existe depuis des dizaines d'années. Eh bien, parce qu'il y a une reconnaissance citoyenne très forte de la biodiversité comme enjeu fondamental ces dernières années, ce qui a notamment entraîné une montée en puissance de la problématique de protection de ces espèces protégées. En particulier, vous avez pu le voir dans les projets d'énergie renouvelable, mais d'une façon beaucoup plus générale dans toutes les opérations immobilières. Aujourd'hui, la protection des espèces protégées, c'est une problématique discrète qui a épargné les promoteurs pendant de nombreuses années, mais qui, désormais, on le voit dans notre quotidien, peut être redoutable pour le développement et la conduite d'un projet immobilier. On assiste vraiment à la montée, non seulement, mais aussi à la fréquence des questions environnementales dans les contentieux. Et donc, dans le montage des projets, puisque notre métier est d'anticiper au maximum ces questions en amont du développement des projets et donc en phase d'audit pour mieux conduire le contentieux et mieux avoir anticipé si contentieux il y a. Cet enjeu-là, on le retrouve tant dans les projets neufs que dans les projets anciens. Neufs, puisqu'on va avoir des projets qui vont se monter à la périphérie des villes ou sur d'anciennes friches, mais aussi anciens, puisqu'il n'est pas rare d'avoir une présence d'espèces, notamment des chauves-souris, qui vont être inféodées au bâti, notamment dans les toitures des vieux bâtiments. À cet égard, les juges opèrent une interprétation très stricte, tant sur la question de savoir si une dérogation est nécessaire pour tel ou tel projet, que
sur les conditions de légalité de cette dérogation une fois que cette dérogation est obtenue. Et aujourd'hui, on a différents arrêts de différentes cours d'appel, ça va être Bordeaux, ça va être Nancy, où voilà, ces cours administratifs d'appel nous disent, dès lors qu'il demeure un impact résiduel sur les espèces, quand bien même vous avez mis en œuvre des mesures d'évitement et de réduction, eh bien, il vous faudra obtenir une dérogation à l'interdiction de détruire des espèces protégées. Alors, la question, c'est comment détecter cette nécessité d'obtenir une DDEP? Eh bien, déjà, il y a quelques indices sur lesquels on peut se fonder de prime abord. Est-ce qu'on est dans un milieu extrêmement artificialisé et bâti, en plein cœur de ville par exemple, où on va avoir beaucoup moins de chances et beaucoup moins de risques de porter atteinte à des espèces? Ou bien est-ce qu'on est plutôt à la périphérie des villes, éventuellement à la lisière de zones agricoles ou naturelles, auquel cas on a beaucoup plus de chances d'avoir des espèces, mais aussi des habitats. Et dans ces cas-là, le meilleur moyen d'anticiper et de prendre en compte en amont cette problématique, c'est de faire appel à un écologue, donc à un bureau d'études spécialisé dans les évaluations environnementales, puisque tous les projets immobiliers ne sont pas soumis à étude d'impact. Les plus gros projets, ceux qui vont emporter une surface de plancher ou une emprise au sol très importante, vont être soumis à étude d'impact, mais c'est loin d'être le cas de tous les projets. Donc, nous, on va conseiller de faire passer un écologue sur le terrain pour faire un premier inventaire. Et le bureau d'études, lui, va localiser, identifier et dénombrer les espèces et leurs habitats. Et à l'issue de cette étude, on va savoir si, oui ou non, il y a un enjeu, et si, oui ou non, le projet est susceptible de porter une atteinte à ces espèces et à ces habitats. Auquel cas, on va mettre en place la séquence qui est la séquence ERC, éviter, réduire, compenser. Et on va étudier si, à l'issue des mesures qu'on va mettre en œuvre pour éviter, réduire et compenser cet impact, est-ce qu'il demeure un impact résiduel sur l'environnement? Non. Non, les mesures qu'on met en place sont suffisantes. Il n'y aura pas d'impact sur les espèces et sur leurs habitats. Pas de dérogation espèces protégées. On peut poursuivre le développement du projet sans cette autorisation spécifique. Oui, on risque de détruire des habitats protégés, on risque d'altérer certaines espèces. Et bien là, on va entrer dans le champ d'application de cette dérogation. Et je vais laisser Fanny vous présenter les conditions d'obtention de cette dérogation qui ne sont pas des plus faciles. Oui, Laura, en effet, les choses sérieuses commencent. Dès lors que vous avez un impact, même résiduel, sur des espèces ou des habitats protégés, le Code vous impose donc de déposer, mais aussi d'obtenir la dérogation espèces protégées. Or, il est assez difficile aujourd'hui de remplir les conditions qui vous permettent d'obtenir régulièrement cette dérogation. Pourquoi? Parce que le Code de l'environnement vient fixer 3 conditions qui seront cumulatives, dont une assez compliquée, en tout cas à notre sens, à remplir. Cette première condition, on l'a mis en évidence tout en haut de la slide, c'est qu'il faut que votre projet réponde à une raison impérative d'intérêt public majeur. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose et malheureusement, le Code de l'environnement ne nous définit pas expressément ce qu'est une raison impérative d'intérêt public majeur. Il nous donne certaines pistes puisqu'on comprend en lisant le Code que peut répondre à cette condition des projets qui sont réalisés dans l'intérêt de la santé publique, de la sécurité publique ou encore de nature sociale ou économique. Alors, aujourd'hui, c'est ce qu'on expliquait dans les propos préliminaires. On voit une montée en puissance de ce type de demande et ce type de dérogations qui sont délivrées. Notre analyse, c'est qu'en effet, répond à une raison impérative d'intérêt public majeur les projets qui participent à la production d'énergie verte, puisqu'on comprend aujourd'hui qu'il y a un vrai objectif national de production d'énergie par l'éolien, le photovoltaïque ou éventuellement la méthanisation, qui sont repris d'objectifs européens et qui participent à la lutte directement contre le réchauffement climatique et donc qui sont des projets en faveur de l'environnement. On a eu une jurisprudence, donc une décision du juge administratif assez récente qui a confirmé que le village des marques réalisé dans le cadre des Jeux olympiques répondait à une raison impérative d'intérêt public majeur.
Sans avoir de décision effective du juge administratif, nous avons pu constater dans notre pratique quotidienne que les préfets de région délivraient des dérogations, par exemple, pour des projets qui permettaient de restaurer, réhabiliter des monuments historiques en état un petit peu de péril pour la production de logements dans des territoires où, en réalité, dans les documents d'urbanisme, on avait clairement identifié un manque de logements, notamment pour certains ménages. La question est la suivante. Est-ce qu'un programme immobilier en portant création d'une quinzaine de logements répond à la raison impérative d'intérêt public majeur ? Aujourd'hui, nous pensons que non, sauf vraiment cas particulier sur un territoire qui nécessite l'accueil immédiat, je ne sais pas moi, d'une certaine population. Mais ça serait très compliqué, à notre sens, à défendre. Donc, il faut vraiment se poser la question dès le début. Il me faut une dérogation espèce protégée. Déjà, est-ce que je réponds à la première des conditions et est-ce que mon projet est bien un projet d'intérêt public majeur ? Sur des zones d'activité ou sur des projets de création d'entreprise, par exemple, on pourrait se dire pourquoi pas, idem pour l'implantation d'un médecin ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment, aujourd'hui, on n'a pas les contours, ça reste assez flou comme notion, mais c'est un point de vigilance qu'il faut garder à l'esprit. La deuxième condition, ce n'est pas une condition qui est également très facile à remplir, mais aujourd'hui, on la maîtrise quand même assez bien, c'est la condition de ne pas avoir de solution alternative satisfaisante. Donc, j'essaie de décrypter facilement, c'est-à-dire que dans votre dossier de demande de dérogation, il faudra démontrer que vous avez étudié des solutions de substitution ou des solutions alternatives, par exemple l'implantation de votre projet sur d'autres terrains ou alors des caractéristiques différentes du projet, à savoir la surface, une emprise un peu plus basse. Voilà, donc il faudra avoir dans le dossier de montage plusieurs solutions de substitution et en fait choisir la solution qui est la moins impactante pour l'environnement. Une fois encore, on est dans la séquence ERC et dans cette séquence ERC, on est dans la mesure d'éviter au maximum les impacts faits sur l'environnement. Troisième condition, bien évidemment, il faut que votre projet permette de maintenir l'espèce dans un état de conservation favorable et donc n'emporte pas la destruction totale de l'espèce que vous venez impacter. Voilà donc les trois conditions cumulatives pour obtenir une DDEP régulière. Nous pouvons passer à la slide d'après, Régis, qui est relative à la procédure d'instruction de cette demande de DDEP. Alors, les textes nous disent vous pouvez obtenir votre dérogation dans un délai de 4 mois. Nous, en pratique, et malheureusement, nous voyons des délais d'instruction qui sont bien plus longs et qui sont proches de l'année, voire de l'année et demie. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut anticiper puisque le montage du dossier est compliqué en général. Alors, tout dépend de l'espèce que vous allez impacter et du nombre d'individus que vous allez impacter, vous voyez. Mais plus vous allez détruire d'individus et plus vous allez porter atteinte à une espèce très protégée, plus le dossier sera complexe à monter. Il va y avoir beaucoup d'échanges entre le bureau d'études écologue que vous allez mandater et les services de l'État avant de pouvoir avoir accès à ce qu'on appelle la Commission scientifique régionale du patrimoine naturel, CRSPN. Alors, cette commission, vous allez donc passer votre dossier auprès de cette commission une fois que le dossier sera sera finalisé. Et donc, cette commission donnera un avis qui est un avis facultatif. Le préfet ne sera pas obligé de suivre cet avis, mais bon, très clairement, si vous avez un avis défavorable, il vous sera compliqué en principe d'obtenir l'arrêté du préfet. Une fois que vous êtes passé en commission et que donc, au mieux, vous avez eu cet avis favorable, un arrêté est pris par le préfet de région et au sein de cet arrêté, l'ensemble des mesures d'évitement et de réduction des atteintes sont listées. Donc, vous seront imposés
en phase chantier et en phase d'exploitation de l'opération. Et vous avez en principe quasiment systématiquement une obligation de suivi lors de la phase chantier, avec des écologues qui vont passer pour vérifier que vous respectez bien les mesures que vous avez indiquées dans votre dossier de demande. Et il y aura aussi un suivi en général écologique en phase d'exploitation pour en fait que l'État soit en mesure de constater que les mesures d'évitement et de réduction et les effets que vous avez annoncés dans votre dossier sont réels. Et c'est-à-dire que les espèces, en réalité, sont maintenues sur site. À défaut, rien n'empêche le préfet de prendre des arrêtés complémentaires pour vous imposer la compensation en plus par rapport à ce qui avait été prévu, par exemple, dans le dossier initial. Voilà un petit peu la procédure et les conditions. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, franchement ? Effectivement. Alors, vous l'aurez compris, la dérogation espèces protégées, elle relève du Code de l'environnement. Donc, quel rapport avec mon permis, quel rapport avec l'urbanisme et quel rapport avec le démarrage de mes travaux? Eh bien, quand un projet autorisé au titre du Code de l'urbanisme nécessite l'obtention d'une dérogation espèces protégées, pour les raisons qu'on vient de voir, eh bien, l'obtention de cette dérogation est un feu vert pour le démarrage des travaux. En fait, le caractère exécutoire de votre permis de construire dépend totalement de la délivrance de la dérogation. Et quand on parle de délivrance, on parle évidemment de la purge du délai de recours qui va être de 2 mois pour les dérogations espèces protégées. Sauf à ce que la dérogation espèces protégées fasse partie de cette autorisation globale qu'est l'autorisation environnementale. Ça va être le cas sur des grandes opérations d'aménagement qui nécessitent tout ce qui est autorisation loi sur l'eau notamment, auquel cas on va avoir un délai de recours de 4 mois. Délai de recours qui n'exclut pas également le délai de retrait de l'administration qui va être aussi de 4 mois. Donc, il faut bien prévoir dans le calendrier ces délais-là, qui vont aussi déterminer le démarrage des travaux. Le risque de ne pas tenir compte de cette articulation des législations, c'est par exemple le blocage de la vente des lots devant le notaire. Si la DDEP n'est pas purgée, le permis de construire aura beau être parfaitement régulier et purgé de tout recours, le notaire va bloquer. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on considère que les travaux ne peuvent pas être lancés. Donc finalement, le permis de construire, il est en quelque sorte privé d'effet. Les conseils, nous, qu'on donne, c'est premièrement bien vérifier que la dérogation a été publiée, puisque c'est cette publication qui va lancer le délai de recours des tiers. La publication de la dérogation n'a pas la main dessus, puisque c'est la préfecture qui se charge de publier cet acte dans le recueil des actes administratifs. Donc là, c'est vraiment au promoteur d'être vraiment proactif, presque, pour vérifier si l'acte a bien été publié, voire relancer la préfecture, si ce n'est pas le cas, pour éviter de perdre des jours, parfois des semaines, voilà, pour le démarrage des travaux. Le deuxième conseil qu'on donne, c'est de bien lire l'arrêté de dérogation. Fanny vous l'a dit, cet arrêté il peut être très long, il contient énormément de mesures. Et pour vous donner un exemple, nous, on a suivi un projet et quand on a vu arriver l'arrêté de dérogation, l'ADREAL avait tout simplement prévu une emprise du projet un petit peu différente de ce que prévoyait le permis de construire. Il a donc fallu s'adapter, déposer un PCM avec toutes les questions que ça implique. Voilà, donc il faut bien faire attention à ça. En fait, c'est des législations indépendantes, mais il peut quand même y avoir un rapport très fort entre les deux. Alors, on va passer à la slide suivante. Comment on tente de maîtriser le risque opérationnel et contentieux qui est lié à toute cette procédure de dérogation espèces protégées? Déjà, le risque, il est présent lors de l'instruction de la dérogation, puisqu'on peut avoir un refus, tout simplement, de cette dérogation. Et quand bien même on nous délivre cette dérogation, eh bien, elle peut être attaquée. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment le montage sérieux et minutieux du dossier de dérogation qui va faire la différence. C'est vraiment les échanges qu'on va avoir avec les services de l'État qui vont à nouveau faire la différence, comme on l'a vu tout à l'heure. L'idée, c'est de se montrer de bonne volonté dans le montage de ce dossier. Voilà, on va certainement nous imposer des mesures qu'on n'avait pas prévues au départ, mais voilà, tout est dans le montage, si on peut dire les choses ainsi. De même, si la dérogation est attaquée, on l'a vu, il y a une appréciation extrêmement stricte qui est opérée par le juge, et le juge, il va se référer à quoi ?
au dossier. Est-ce que le dossier est bien monté? Est-ce qu'il est complet? Est-ce qu'il est bien justifié? Deuxièmement, si on n'a pas de dérogation espèce protégée, ou bien parce qu'on a estimé que ce n'était pas nécessaire, ou bien parce que c'est en quelque sorte une stratégie de l'opérateur, là, il faut quand même sécuriser au maximum les choses et faire appel à un bureau d'études qui va conclure expressément à l'absence d'impact résiduel. Si on peut déjà se fonder sur des conclusions d'un bureau d'études en ce sens, ça va sécuriser les choses. Si ce n'est pas le cas, on va plus facilement avoir des associations, des riverains qui vont venir vous embêter au moment du démarrage des travaux ou pendant vos travaux. Et là, ce sera beaucoup plus difficile de justifier que non, on n'avait pas besoin d'une dérogation pour ce projet. Évidemment, il est des cas dans lesquels les choses se compliquent et je vais laisser Fanny exposer les éventuelles sanctions. Alors oui, pour finir, en effet, donc cette dérogation, elle conditionne le démarrage des travaux. Aujourd'hui, c'est ce qu'on rappelait, nous constatons, c'est une montée en puissance de ce droit-là. Certains porteurs de projets ne sont pas forcément conscients de cette problématique lorsqu'ils déposent des demandes d'autorisation d'urbanisme. Donc là, l'objectif, c'était vraiment de vous sensibiliser. Il y a des sanctions et les sanctions sont quand même sévères puisqu'elles sont prévues tant par le Code de l'urbanisme que par le Code de l'environnement. Nous avons une possibilité de voir le préfet suspendre les travaux et mettre en demeure de régulariser la situation. Donc là, si vous n'avez pas obtenu de DEP alors qu'il en fallait une, je vous laisse imaginer la complexité de l'affaire. C'est-à-dire qu'il faut repartir de zéro et monter un dossier de demande de dérogation alors que le projet est déjà finalisé. Bon, c'est extrêmement compliqué, avec des possibilités d'astreinte et de fixation de délai encadré, et voire, dans certains cas, de remise en l'état. Et ensuite, il y a des sanctions aussi pénales, possibilité d'être condamné à plus de 150 000 € d'amende, faire des années d'emprisonnement, voire indemniser le montant des frais de remise en l'état. Voilà les sanctions qui sont prévues tant par le Code de l'urbanisme et de l'environnement, et le Code pénal également. Voilà, je pense qu'on a brossé un tableau assez complet. Je vous relaisse la main, Régis. Bien sûr. Mais écoutez, merci beaucoup pour ces explications très claires, synthétiques, parce que nous avons tenu notre promesse d'arriver à vulgariser un sujet on ne peut plus technique, qui, je suis certain, générera potentiellement par la suite des questions, des interrogations. On laissera bien évidemment nos auditeurs nous contacter le cas échéant s'ils ont ce type de questions. C'était à la fois très intéressant, très synthétique et très clair. Merci beaucoup. Donc, je vais jeter un œil, puisque j'ai vu que M. Jarlot voulait intervenir, le temps de regarder s'il a posé une question par l'intermédiaire du chat ou de notre question-réponse. Non, pas encore. On va donc laisser quelques secondes supplémentaires aux auditeurs s'ils souhaitent intervenir. Et le cas échéant, nous conclurons bien évidemment cette intervention. En tout cas, ce fut un réel plaisir de vous écouter, mesdames. Merci, c'est un plaisir de participer à ce webinaire. Merci beaucoup. Et ça sera du coup, c'est une première pour nous tous les trois, mais je suis certain qu'on aura l'occasion sur d'autres thématiques de faire partager ces informations précieuses auprès de nos partenaires. D'ailleurs, nous allons fixer très rapidement une nouvelle date de webinaire sur une autre thématique à la fois technique et qui intéressera l'ensemble des opérateurs immobiliers, qui est la dématérialisation des demandes de permis, qui est on ne peut plus d'actualité. Voilà. Ben, écoutez, s'il n'y a pas a priori voilà, le temps… On a une question, effectivement. Monsieur Jarlot nous demande si vous aviez des écologues à conseiller sur l'Île-de-France. Alors oui, nous avons plusieurs bureaux d'écologues. Peut-être que vous pourriez nous envoyer un mail et nous vous répondrons avec Laura. Voilà, et vous communiquerons les quelques noms et références que nous avons.
Alors, effectivement, nous partagerons par l'intermédiaire de cette présentation nos coordonnées respectifs et vous aurez tout le loisir de contacter directement Laura ou Fanny et de leur poser toutes les questions que vous le souhaitez. J'ai une autre question. Non, c'était la même. Je crois que le réseau des écologues potentiels est une préoccupation de nos futurs porteurs de projets, puisqu'on a la même question sur la région PACA. Donc, effectivement, votre réseau nous sera précieux, mesdames. Avec plaisir. Bon, très bien. Sur ce, je conclus ce séminaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et une très bonne activité et beaucoup de permis. Merci, à très bientôt. Au revoir, Régis. Au revoir.